Bonjour. Donc, aujourd'hui, c'est le cours du professeur Boudera. Donc, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Et donc, je vous rappelle qu'il faut saisir, prendre un papier et écrire vos questions que vous allez poser à la fin, que je vais essayer d'animer avec avec le professeur Boudera à la fin. Donc, Boudera, à toi la parole et on va commencer. Merci. Voilà. Tu sais que ça marche? Ok, non, ça marche. Voilà, tu reviens. Voilà, maintenant ça marche. Ok. Très bien. Bon, tu vas pas vous aider. Bon courage, je te laisse. Merci, ok. Bonjour tout le monde. Donc, l'intitulé du cours d'aujourd'hui, c'est sur l'insuffisance rénale aiguë. Il faut faire la différence de l'insuffisance rénale aiguë par rapport à la chronique, qui est plutôt l'apanage de nos collègues néphrologues. Et l'insuffisance rénale aiguë, c'est celle qui est la plus fréquente dans les services de réanimation. Pour cela, on va voir dans l'introduction une définition et classification de l'insuffisance rénale aiguë en principe, en fonction des principaux types d'insuffisance rénale aiguë et aussi le mécanisme physiopathologique de chaque insuffisance rénale aiguë, avec une évaluation de la fonction rénale, comment on évalue la fonction rénale, le tableau clinique de chaque type d'insuffisance rénale aiguë. On va terminer par biologie, évolution et traitement. Donc, l'insuffisance rénale aiguë est une altération récente de la fonction rénale qui engage le pronostic vital du patient à court terme et à long terme. À court terme, c'est le pronostic vital parce qu'il y a des conséquences de cette insuffisance rénale aiguë, essentiellement l'hyperkaliémie qui peut mettre le pronostic vital du malade en jeu. Et à long terme, c'est surtout le pronostic fonctionnel, c'est-à-dire que le malade peut garder une atteinte rénale et évoluer vers l'insuffisance rénale aiguë. Cette dysfonction d'organes relativement fréquente, elle fait toujours l'objet d'une évolution constante des définitions et des connaissances. Comment on la définit? L'insuffisance rénale aiguë, c'est une diminution brutale de la filtration glomérulaire qui s'installe en quelques heures à quelques jours. On verra tout à l'heure quelques heures et quelques jours, ça veut dire quoi? Où est le délai de quelques heures et de quelques jours? Et cette diminution brutale de la filtration glomérulaire va entraîner une augmentation de l'élévation de la créatinine, qui est le marqueur biologique de l'insuffisance rénale. Elle est due essentiellement à une hypoperfusion rénale, c'est-à-dire une atteinte, une hypovolémie qui va être à l'origine de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. On l'appelle aussi, on la classe en insuffisance rénale pré-rénale parce que ici, la particularité de ce type d'insuffisance rénale, c'est que le rein, il est anatomiquement sain, puisque l'atteinte, elle est pré-rénale, c'est-à-dire c'est une cause extra-rénale. Le deuxième type d'insuffisance rénale aiguë, c'est l'insuffisance rénale aiguë organique. Là, on rentre dans le stade des lésions du parenchyme rénal, c'est-à-dire qu'il y a des lésions qui vont de l'ischémie jusqu'à la nécrose. Et on verra que le type de description de l'insuffisance rénale organique, c'est la nécrose tubulaire, malgré le terme de nécrose est impropre, et puisque même l'insuffisance rénale organique, elle est réversible. Et le troisième type d'insuffisance rénale aiguë, c'est l'insuffisance rénale aiguë post-rénale ou obstructive en rapport avec un obstacle sur les voies urinaires. Quelle que soit l'atteinte de l'insuffisance rénale aiguë, elle est en général réversible, mais elle peut garder des séquelles. Les séquelles, c'est l'évolution vers l'insuffisance rénale au stade de dialyse ou chronique qui va nécessiter des séances d'épuration extra-rénale. Donc, devant toute insuffisance rénale aiguë, il est important d'apprécier sa gravité, de rechercher une étiologie et en sachant que le traitement de l'insuffisance rénale aiguë, il est à la fois symptomatique, qui est primordial, surtout dans certaines complications qui mettent le pronostic vital en jeu, et un traitement étiologique, bien sûr, pour pouvoir traiter la cause de l'insuffisance rénale aiguë. Les conséquences, on a des conséquences sur le plan des ordres métaboliques, et la gravité, elle est liée surtout à la rapidité d'installation, due en rapport avec une retention azotée, urée, créatinine, acide urique, des troubles de l'équilibre acido-basique, parce qu'on sait que le rein est un
système important dans l'équilibre acido-basique. On a aussi des troubles hydroélectrolytiques qui vont de la déshydratation jusqu'à l'hyperhydratation et l'inflation quand l'insuffisance rénale est avancée. Et les troubles hydroélectrolytiques vont être à l'origine de l'hypercalémie, de l'hyperphosphorémie, l'hypocalcémie, mais c'est surtout l'apanage de l'insuffisance rénale chronique. Et bien sûr, il y a association des troubles hématologiques en rapport avec l'atteinte rénale. Donc, pour définir l'insuffisance rénale aiguë, on a dit au début, c'est une atteinte brutale de la filtration glomérulaire qui ont en commun l'interruption brutale du fonctionnement des reins. C'est-à-dire, comment ça va se révéler sur le plan clinique? Sur le plan clinique, c'est par la diminution de la diurèse. Donc, d'emblée, on va conclure que pour définir l'insuffisance rénale aiguë, qui est un syndrome clinico-biologique, donc il y a deux paramètres ou deux marqueurs de cette atteinte rénale. On a le marqueur biologique, on a vu tout à l'heure, c'est l'accumulation de la créatinine, et on a un marqueur clinique qui est l'atteinte de la diurèse. Donc, on peut voir une insuffisance rénale aiguë oligoanurique quand la diurèse est inférieure à 400 ml par 24 heures, ou cette insuffisance rénale aiguë peut aussi être à type avec une anurie. Anurie, c'est-à-dire absence de diurèse. Comme on peut voir, l'insuffisance rénale aiguë, elle peut se voir avec diurèse conservée. Et on verra tout à l'heure par quel mécanisme cette diurèse elle est conservée. Donc, les conséquences de cette insuffisance rénale aiguë avec le syndrome urémique, donc la retention azotée, qui est un témoin de l'atteinte rénale avec accumulation sur le plan biologique de l'urée sanguine et de la créatinémie qui sont élevées. Donc, c'est une diminution du nombre des néphrons fonctionnels qui va être estimée par la réduction du débit de filtration glomérulaire qu'on va mettre tout à l'heure en évidence par le calcul de la clairance à la créatinine. Et la créatinine plasmatique est le principal paramètre biologique de l'atteinte rénale. Donc, l'insuffisance rénale aiguë, elle est en rapport avec une baisse brutale de la filtration glomérulaire, c'est-à-dire que le malade ne va pas uriner. Mais il faut retenir à l'esprit toujours, il ne faut pas oublier que quand on a l'insuffisance rénale, quand elle est là, il faut garder que déjà, il y a une diminution de plus de 50% de la filtration glomérulaire. Et cette atteinte de la filtration glomérulaire qui est mise en évidence par l'augmentation de la créatinine plasmatique et diminution de la clairance va nous dire qu'il y a une atteinte rénale, mais elle est déjà diminuée de plus de 50%. Il y a une oligoanurie ou bien une diurèse conservée ou bien une anurie. Et sur le plan biologique, c'est l'augmentation de la créatinine plasmatique. Donc, l'insuffisance rénale aiguë, on a dit, on va la définir comme un syndrome clinico-biologique. Comment classer l'insuffisance rénale aiguë? Il y a eu ces dernières années plusieurs classifications. La classification Reifel, la classification Akin, la dernière qui a été adoptée en 2012, c'est la classification de Casigo, c'est celle qui a eu plus de consensus. La classification Reifel, qui est basée sur 5 stades, mais en général, il y a 3 stades d'identification de l'atteinte rénale et les 2 derniers stades, ils sont considérés comme plutôt conséquences de l'atteinte rénale. Donc, les 5 stades, ils vont du risque de développer une insuffisance rénale aiguë jusqu'au dernier stade qui est l'atteinte terminale. Donc, les 3 premiers stades, le risque et l'atteinte et le risque d'atteinte et la défaillance. Risque, c'est le risque de développer une insuffisance rénale aiguë. Indurée, c'est une atteinte rénale. Et failleur, c'est la défaillance rénale. Ça, c'est les 3 stades de l'insuffisance rénale aiguë, du stade modéré au stade sévère. Les 2 derniers, l'os, c'est-à-dire la perte de l'atteinte rénale et le stade terminal, ils sont considérés comme des conséquences de l'insuffisance rénale aiguë. Dans cette classification de Reifel, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 2 paramètres, les 2 paramètres, les 2 marqueurs de l'atteinte rénale, le marqueur biologique qui est la créatinine plasmatique et le marqueur clinique qui est la diurèse. Et la diurèse va commencer à diminuer. Elle va de 5 ml par kilo par heure
en 6 heures, puis il y a encore une aggravation. Elle va passer à 5 millilitres par heure, mais en 12 heures. Donc, vous voyez qu'il y a une diminution de la filtration glomérulaire en rapport avec l'atteinte rénale. Et sur le plan... Il y a un problème? Ah, c'est bon, c'est bon. Et sur le plan biologique, c'est l'augmentation de la créatinine plasmatique qui est évaluée toujours par rapport au chiffre de base. Donc, on parle de risque si la créatinine plasmatique a augmenté 1,5 fois le chiffre de base. Donc, déjà, on est au stade 1 d'atteinte rénale. Donc, il y a un risque d'évoluer vers l'insuffisance rénale aiguë. On est au stade induré atteinte, c'est quand la créatinine plasmatique a augmenté 2 fois le chiffre de base. Et on est au stade de défaillance, c'est quand il y a une perte de filtration glomérulaire de plus de 75% ou bien une augmentation de 3 fois la créatinine plasmatique par rapport au chiffre de base. Les deux derniers stades, on a dit, qui sont considérés comme des conséquences de l'insuffisance rénale aiguë. Vous voyez dans le 4e stade, qui est le stade d'atteinte rénale complète, perte de l'atteinte rénale, et là, le malade aura besoin d'épuration extra-rénale et cette évolution peut aller jusqu'à 4 semaines. Donc déjà, dans les 4 semaines, on est dans l'insuffisance rénale organique. Cette insuffisance rénale organique aura besoin d'une épuration extra-rénale. Le stade terminal, c'est le 5e stade, quand l'atteinte rénale va évoluer sur 3 mois, au bout de 3 mois, si le malade n'a pas récupéré une fonction rénale correcte, donc on est dans l'installation de l'insuffisance rénale chronique. Donc on parle d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle quand il y a un risque, quand il y a une atteinte et quand il y a une défaillance. Au 4e stade, on est dans l'atteinte organique. Il va falloir dialyser le malade jusqu'à 4 semaines. Si au bout de 3 mois, le malade n'a pas récupéré, on est au début d'installation de l'atteinte chronique. Donc, dans cette classification Reifel, on a dit qu'il y a plusieurs stades. Ça va de l'atteinte rénale à l'insuffisance rénale irréversible, qui est l'insuffisance rénale chronique. Elle a une haute sensibilité, une haute spécificité. Mais ce qu'on reproche à cette insuffisance rénale, à cette classification de l'atteinte rénale, c'est qu'on ne vous dit pas à quel moment il faut dialyser. On ne vous dit pas est-ce que cette atteinte, elle est grave, il faut dialyser au 3e stade, au 2e, au 3e stade. Tout simplement parce qu'on laisse le choix au clinicien. C'est au clinicien d'évaluer l'atteinte rénale et c'est au clinicien de décider de l'opération à quel moment il faut dialyser le malade. Par contre, dans la classification Akin, qui est une combinaison des deux, combinaison de Reifel et de Akin, donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence sur le plan critère clinique, qui est la diurèse. Elle est classée de la même façon que dans le Reifel. Mais ce qu'il y a de différence dans la classification, c'est qu'on donne un chiffre de créatinine plasmatique. Le stade 1, vous avez un chiffre de base de créatinine plasmatique chez un individu. Si vous avez une augmentation de 1,5 fois de créatinine, donc vous êtes au stade 1. Mais si vous avez aussi une augmentation de 26,4 mmol par litre, c'est aussi un début d'atteinte de l'insuffisance rénale aiguë. Et ça va de stade 1 jusqu'au stade 3. Donc, dans la kin, il n'y a que 3 stades. Le stade modéré, où il y a une augmentation de 1,5 fois à 2,5 fois, donc avec une perte de 25% de la filtration glomérulaire, jusqu'à la perte supérieure à 75% de la filtration glomérulaire, avec une augmentation de créatinine plasmatique qui peut atteindre 354 micromoles par litre, ou bien une augmentation au 3e stade de 44 millimoles par litre. Dans cette classification Akin, donc le 3e stade, il est qualifié de nécessité d'épuration extra-rénale. C'est la seule différence par rapport à la classification Akin. Donc, on a les 3 stades, mais par contre, dans le Reifel, on a 5 stades, mais on a dit les 2 derniers sont considérés comme des stades de retentissement de l'atteinte rénale. Donc, il y a 3 stades, de l'atteinte modérée jusqu'à l'atteinte sévère. Dans la dernière classification qu'on appelle qui a été élaborée en 2012 par un groupe d'experts qui a travaillé sur la défaillance rénale aiguë,
là, ils ont mis 3 stades d'atteinte rénale. Et là aussi, il y a 2 paramètres qui sont nécessaires pour la définition de l'atteinte rénale. Donc, on va trouver la créatinine plasmatique et la diurèse. Entre le stade 1 et le stade 2, c'est l'augmentation de la créatinine plasmatique. Stade 1, de créatinine plasmatique sur 48 heures. Donc, en 48 heures, le malade va voir sa fonction rénale s'altérer progressivement. Donc, en 48 heures, si vous avez une augmentation de 26,5 micromoles par litre par rapport au chiffre de base, donc vous pouvez parler d'insuffisance rénale aiguë. Le stade 2, c'est une augmentation qui est supérieure à 1,5 fois, c'est-à-dire la valeur de base, qui est étalée sur 7 jours. On a vu dans la définition de l'insuffisance rénale aiguë au début, on a dit que c'est une diminution de la filtration glomérulaire qui s'installe en quelques heures à quelques jours. Et dans cette classification CADIGO, qui est bien déterminée, ce terme de temps. Le stade 1, c'est quand elle s'installe en 48 heures. Le stade 2, c'est quand elle s'installe sur 7 jours. Et le stade 3, c'est quand vous avez une diminution de diurèse. Et les critères de CADIGO, ils sont utilisés pour définir une insuffisance rénale aiguë par la présence d'au moins un de ces 3 critères diagnostiques. Donc, dès que vous avez une augmentation de créatinine plasmatique sur 48 heures ou sur 7 jours, donc on parle déjà d'insuffisance rénale aiguë et qui sont répartis dans ce tableau. Donc, on a le stade 1, le stade 2 et le stade 3. Le stade 3, c'est la nécessité de passer à l'opération extra-rénale. Donc, l'atteinte rénale, l'insuffisance rénale aiguë, elle passe par 3 stades, de l'agression à l'atteinte à la défaillance. Donc, la défaillance rénale, c'est celle qui est la plus fréquente dans les services de réanimation. Qu'est-ce qui fait la différence de l'atteinte rénale, de l'insuffisance rénale aiguë dans les services de réanimation? Il faut toujours retenir que l'insuffisance rénale aiguë qui est vue dans les services de réanimation n'est jamais seule, elle n'est jamais isolée. Ce qui fait sa gravité, c'est qu'elle est toujours dans un tableau, elle est toujours dans un tableau d'atteinte multiviscérale. Donc, on va séparer l'insuffisance rénale chronique. J'ai dit au début, c'est l'apanage de nos collègues néphrologues. Pourquoi? Parce que cette insuffisance rénale chronique, elle va s'installer sur une période de plus de 3 mois d'évolution de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, on va rentrer dans la chronicité. C'est une insuffisance rénale qui est irréversible, qui s'installe progressivement avec diminution du débit de filtration glomérulaire. Et si on calcule la clairance à la créatinine, elle va être inférieure à 10 millilitres par minute. Et elle va aboutir à l'insuffisance rénale terminale qui va nécessiter l'épuration extra-rénale. Dans les pays développés, dès qu'il y a installation de l'insuffisance rénale chronique, on commence à discuter la greffe rénale. C'est pour greffer les malades durant cette période, avant la phase terminale, avant l'arrivée au recours de l'épuration extra-rénale pour donner plus de chances de malade à la greffe de supporter et de bien accepter le greffon. C'est une insuffisance rénale aiguë du point de vue épidémiologique. Elle a une incidence qui est quand même augmentée. Donc, dans 50% de l'insuffisance rénale, elle est iatrogène. Le type le plus fréquent de l'insuffisance rénale aiguë chez les médecins réanimateurs, c'est l'insuffisance rénale aiguë vue en post-opératoire, parce qu'il y a un défaut de remplissage ou de la correction de la volémie. 1% des admissions hospitalières, et elle a 4 à 15% après chirurgie à risque. Et là, on va voir tout à l'heure les facteurs de risque dans les chirurgies majeures, entre autres dans la chirurgie cardiaque et aortique. Donc, le risque d'avoir une insuffisance rénale aiguë en post-opératoire est très fréquent, il va jusqu'à 15%. Elle a une gravité importante, jusqu'à 50% de mortalité, c'est-à-dire qu'un malade sur 2 risque la mortalité, elle est importante. Et le recours à l'épuration extra-rénale, il est très fréquent dans l'insuffisance rénale aiguë, surtout dans les services de réanimation, qui va jusqu'à 30% des cas. Le rein, il a plusieurs fonctions physiologiques.
C'est un régulateur des déchets azotés, donc grâce à lui, il y a l'élimination des déchets azotés, il a la régulation du bilan hydroélectrolytique et acido-basique, il a un rôle dans la régulation de la pression artérielle, dans les sécrétions endocrines. Ce qu'il faut retenir, c'est que le rein, il a plusieurs fonctions. Certaines fonctions sont partagées avec d'autres organes, le poumon, le cœur, puisque le débit rénal relève du débit cardiaque, mais une fonction importante, une fonction qui est optionnelle, relève du rein, c'est sa fonction d'élimination. Elle est optionnelle, c'est l'élimination, elle est essentiellement rénale. Il y a l'élimination digestive, mais elle n'est pas très importante par rapport aux fonctions à l'élimination des déchets par le rein. Donc, la fonction d'élimination, elle est optionnelle, elle revient surtout essentiellement au rein. Un petit rappel sur l'anatomie, donc je présume que vous avez fait la physiologie rénale. Il faut dire que le rein contient environ 1 million de néphrons. L'unité fonctionnelle, c'est l'unité fonctionnelle qui est composée d'un glomérule et d'un cortex. Le cortex aussi avec les tubules au niveau cortical et au niveau médulaire. Il y a au début, on va sur une fonction de l'urine primitive et va avoir passage de plusieurs étapes pour arriver à l'urine primitive. Ce qu'il faut retenir, c'est que le rein, quand même, reçoit à peu près 20% du débit cardiaque. C'est pour dire que l'hémodynamique et la perfusion rénale est très importante et le débit sanguin rénal dépend du débit cardiaque. Et toute demande métabolique élevée va, pour assurer une filtration glomérulaire qui est essentielle pour l'élaboration de l'urine primitive. Donc, de là, le gradient corticomédulaire est très important. Donc, vous voyez ici quand même que la perfusion, la pression artérielle en oxygène, elle est plus importante au niveau du cortex pour diminuer jusqu'à la médulaire et devenir une étape critique. Ce qu'il faut retenir, l'extraction en oxygène au niveau médulaire, elle est très faible et essentiellement, il n'y a pas d'extraction au niveau de rénal. Donc, essentiellement, le débit rénal dépend du débit cardiaque. De là, 3 conditions sont nécessaires à la formation de l'urine. Donc, il faut des voies libres, donc il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. Il faut qu'il y ait des conditions circulatoires normales, veut dire qu'il y ait une volémie normale et un flux sanguin rénal normal et une pression de perfusion normale. Conclusion, il faut que le rein soit anatomiquement sain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion. La fonction, la physiologie rénale, donc, on a dit, il y a 3 étapes. Donc, la première étape, c'est la formation de l'urine primitive. C'est ce qu'on appelle l'eau libre. C'est l'eau plasmatique qui n'a pas participé aux échanges, qui va s'effectuer entre le sang et le néphron, donc il va filtrer toute quantité de liquide qui est en excès à l'organisme, va être filtrée. Ça, c'est la première étape. Donc, c'est l'urine primitive. Deuxième étape qui va avoir les échanges entre le glomérule et les tubules, les différents tubules au niveau du rein, tubule rénal et tubule collecteur. C'est là où il va avoir les différentes étapes de sécrétion, de réabsorption et des réactions de réabsorption qui vont s'effectuer entre le tubule et le secteur plasmatique, entre les capillaires glomérulaires au niveau rénal. Donc, à travers le sang, bien sûr, il va y avoir des échanges entre le rein et le capillaire pour arriver au final, l'urine définitive, où le corps a absorbé ce qu'il faut retenir et il a éliminé. C'est un schéma qui est très important, donc il faut toujours le retenir pour comprendre la physiologie rénale et les mécanismes de compensation qu'on va voir tout à l'heure. Donc, le rein est un organe très richement vascularisé qui reçoit environ un quart du débit cardiaque. Donc, essentiellement un débit de 200 millilitres par minute, avec une faible extraction d'oxygène, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il existe une grosse hétérogénéité des zones considérées, c'est-à-dire du cortex jusqu'à la couche médulaire. Donc, la PaO2 va diminuer du 50 jusqu'à un chiffre quand même critique. Elle peut atteindre jusqu'à 20
millilitres de mercure au niveau du cortex. De là, le cortex, il est plus exposé à l'ischémie et à l'hypovolémie, et les lésions d'ischémie risquent encore d'entraîner des lésions, et on va rentrer dans ce qu'on va appeler l'insuffisance rénale organique, qui est un mécanisme, l'évolution de l'ischémie jusqu'à la nécrose. Donc, la créatinine, c'est le reflet de déchets endogènes du catabolisme musculaire. Elle a des valeurs qui vont jusqu'à 115 micromoles par litre. Donc, il faut toujours faire attention. Soit le chiffre il est donné en micromoles par litre, soit en milligrammes par litre. Donc, il y a une différence de masse musculaire par rapport à l'homme et par rapport à la femme. Il y a toujours un facteur de conversion. Et la clairance à la créatinine est un bon reflet de débit de filtration glomérulaire. Tout en gardant à l'esprit, quand il y a une diminution de la clairance à la créatinine, il faut dire que déjà la filtration glomérulaire a déjà diminué de 50%. Donc tout ça, c'était un résumé sur la physiologie rénale et sur la constitution du rein et sur les points fonctionnels qui est le néphron qui est constitué d'un glomérule et des tubules, et chacun il a une fonction aux différents étages. Donc on va classer l'insuffisance rénale aiguë en 3 types. L'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, c'est celle qui est la plus fréquente. On l'appelle aussi insuffisance rénale fonctionnelle, parce que ici le rein, anatomiquement, il est sain, il n'y a pas d'atteinte. Par comparaison, contrairement à l'insuffisance rénale organique, où il y a des lésions anatomiques du rein. Et l'insuffisance rénale post-rénale ou obstructive, c'est là où il y a un obstacle sur les voies excrétrices, et on a dit il faut la libération pour qu'il y ait le passage d'urine. Donc l'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est la plus fréquente. Elle représente à peu près 70%, et c'est elle, si elle est négligée, c'est elle qui va évoluer vers l'insuffisance rénale organique, qui est quand même, elle représente à peu près 20%, dont le type de description est la nécrose tubulaire aiguë, qui est le type de description le plus fréquent. 85% de l'atteinte organique est représentée par la nécrose tubulaire aiguë. Et l'insuffisance rénale obstructive, elle représente à peu près 10%, qui est de diagnostic facile actuellement. Donc, l'échographie peut se faire au lit du malade. On fait le diagnostic, il faut la levée d'obstacles. Donc, selon la localisation et le siège de l'insuffisance rénale aiguë, donc on parle de pré-rénale, de la rénale et de la post-rénale. Donc, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, c'est la plus fréquente. Elle est en rapport avec une hypoperfusion, une diminution de la volémie. Ici, le parenchyme rénal il est intact, donc il y a une diminution du flux sanguin rénal qui va retentir sur la fonction avec une diminution de la filtration glomérulaire. À ce stade, la fonction rénale est réversible. Mais si elle est négligée, elle n'est pas corrigée à temps, si on dépasse un certain délai de quelques jours, elle risque d'évoluer vers l'insuffisance rénale organique. Elle est en rapport avec une hypovolémie. Essentiellement, c'est une hypovolémie, soit en rapport avec une diminution du débit cardiaque qui va retentir sur la perfusion rénale, en rapport avec une hypovolémie vraie, donc c'est l'hémorragie aiguë, soit avec perte du sang, soit perte cutanée, soit digestive, soit rénale, chez un diabétique, diurèse osmotique importante. Donc, quelle que soit l'origine de l'hypovolémie, hypovolémie vraie, hypovolémie relative, donc elle peut être à l'origine de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Donc, ce qu'il faut retenir, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, ici le rein, il est intact et c'est un problème de vascularisation, donc de volémie. Donc, elle est en rapport avec une insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, tamponnade. Donc, on a dit, quelle que soit l'hypovolémie, qu'elle soit relative ou qu'elle soit vraie, et soit en rapport avec les malades qui sont sous certains traitements, les ANS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou les inhibiteurs d'enzymes de conversion. On verra tout à l'heure pourquoi ce type d'insuffisance rénale est fréquent, parce que tout simplement, les malades qui sont sous thérapeutique telles les ANS et les inhibiteurs d'enzymes de conversion, il va avoir, quand il y a une hypovolémie, ils vont être
privés de ce qu'on appelle l'autorégulation. Donc, ils ne pourront pas compenser cette hypovolémie parce que les mécanismes de compensation, c'est ce genre de malades, sont inhibés par les EEC ou bien par les ANS. Le tableau clinique, c'est essentiellement le tableau clinique d'une déshydratation, d'une hypovolémie. Donc, le malade va être en état de choc, soit il y a une hypotension et tous les signes de l'état de choc, c'est-à-dire hypotension, tachycardie, marbrure, polypnée, ça peut aller jusqu'aux troubles neurologiques. Donc, on a vu l'insuffisance rénale aiguë, essentiellement hypovolémique. Donc, c'est un problème de vascularisation rénale et en rapport essentiellement avec une diminution du débit cardiaque qui retentit sur le débit sanguin rénal. Le deuxième type d'insuffisance rénale aiguë, c'est l'insuffisance rénale aiguë obstructive, donc en rapport avec un obstacle qui peut être soit haut situé, soit bas, et soit il est au niveau des voies excrétrices, soit au niveau de la vessie. Donc, cet obstacle, ça peut être un calcul, ça peut être un hématome, ça peut être une tumeur qui comprime, donc différentes étiologies. Donc, le diagnostic aujourd'hui de la lithiase rénale, il se fait au lit du malade. Donc, on fait l'échographie, donc on va visualiser qu'il y a un obstacle. Et chez le sujet âgé, c'est plutôt l'apanage des tumeurs. Donc, il faut aller sur d'autres explorations pour mettre en évidence la tumeur et l'obstacle. Mais il faut retenir que c'est la lithiase urinaire chez les sujets jeunes qui est la plus fréquente et dont le diagnostic, il est par échographique. Le tableau clinique, ça peut par une douleur lombaire en cas de lithiase, hématurée, dysurie en cas de pathologie prostatique. Donc, on va faire un examen clinique à la recherche d'un obstacle complété par une exploration. Donc, aujourd'hui, l'exploration, c'est essentiellement l'échographie rénale et à l'extrême, on peut aller jusqu'à l'uroscan pour mettre en évidence s'il s'agit des pathologies tumorales. On arrive au type de description de l'atteinte rénale qui est quand même le plus grave, qui n'est pas le plus fréquent, mais qui est le plus grave, c'est l'atteinte parenchymateuse, c'est l'insuffisance rénale organique. On a dit qu'elle représente à peu près 20% de l'insuffisance rénale aiguë et c'est essentiellement l'évolution de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle que par une mauvaise prise en charge, elle risque d'évoluer vers l'atteinte organique. Donc là, c'est le stade d'installation des lésions anatomiques des différentes structures du rein, soit vasculaires, soit tubulaires, soit interstitielles, soit au niveau du glomérule. Donc, les lésions du parenchyme, tout dépend de la lésion ou tout dépend de la localisation de ces lésions anatomiques qui peuvent aller du glomérule jusqu'au tissu, jusqu'au tubule et jusqu'au vasculaire. Donc, on peut voir une insuffisance rénale aiguë parenchymateuse par néphropathie glomérulaire. On peut avoir des néphropathies interstitielles, néphropathie vasculaire, mais on a dit celle qui est la plus fréquente, c'est la nécrose tubulaire. Elle représente à peu près 80% des cas. La nécrose tubulaire, qui dit nécrose tubulaire, dit mort cellulaire. Mais ici, on parle de nécrose tubulaire parce que c'est l'évolution de l'ischémie qui a évolué par baisse du débit sanguin rénal qui va être à l'origine de l'ischémie jusqu'à la nécrose. Mais la nécrose, le terme, il est impropre parce que c'est plutôt une apoptose cellulaire puisque même dans l'insuffisance rénale parenchymateuse organique, les lésions sont réversibles. C'est vrai que ça prend du temps. On a vu dans la classification de Reifel que l'épuration extra-rénale peut aller jusqu'à 4 semaines. Mais au bout de 4 semaines, le malade peut récupérer. Donc, c'est des lésions qui sont graves, mais qui peuvent récupérer après 3 semaines. Donc, cette nécrose tubulaire, la plupart du temps, elle est accompagnée par oligoanurie ou bien une anurie dans les formes sévères. Et de là, on va être amené à épurer le malade, donc aller sur l'épuration extra-rénale. On a vu que le rein est très sensible à l'ischémie en raison de l'organisation de la vascularisation médulaire. On a vu la diffusion de l'oxygène de la branche descendante vers la branche ascendante avec une diminution progressive jusqu'à atteindre des chiffres critiques qui peuvent aller jusqu'à 20 mm de mercure. Et
au début de l'insuffisance rénale organique, il y a un mécanisme qu'on appelle d'autorégulation. Autorégulation qui dépend de plusieurs mécanismes. Théorie myogénique, c'est-à-dire en rapport avec des médiateurs vasodilatateurs de la famille des prostaglandines et qui vont essayer d'entraîner une autorégulation. Je vais revenir au schéma qu'on a vu au début de la physiologie rénale. Voilà, donc ici, on a vu que l'artère rénale qui va être divisée en artériole glomérulaire afférente et en artériole glomérulaire efférente, à ce niveau, quand il y a une ischémie, quand il y a une diminution du débit rénal, le rein va essayer de compenser par une vasodilatation au niveau artériolaire pour essayer de rester vascularisé le plus longtemps et par une vasoconstruction au niveau de l'artériole efférente pour essayer aussi de vasculariser le rein le plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur le plan biologique, comment on va mettre ça en évidence? Quand il y a une insuffisance rénale aiguë, que le débit rénal va diminuer, le rein va essayer de compenser par une réabsorption tubulaire importante. Il va essayer de garder ce qu'il a l'habitude d'éliminer qui était en excès. Quand il est en hypovolémie, il va essayer de le récupérer. Donc, il va faire une réabsorption qui va être importante. Et de là, on va avoir une oligoanurie ou carrément une anurie, et qu'il faut respecter. C'est-à-dire que à ce stade, il ne faut pas aller directement sur l'utilisation des diurétiques. Au contraire, il faut respecter cette autorégulation qui va essayer de compenser il va essayer de réabsorber par la stimulation du système rénine-angiotensine, essentiellement par l'aldostérone, qui va rentrer en action et qui va réabsorber le sodium et de l'eau pour essayer de compenser cette hypovolémie. On a dit tout à l'heure, il y a des malades et qui ont une insuffisance rénale à diurèse conservée. Justement, c'est les malades qui sont sous EEC ou bien sous ANS. Cette autorégulation, elle n'est pas assurée sous ce genre de malade et c'est comme ça qu'on explique cette diurèse conservée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce phénomène de réabsorption, ce phénomène myogénique avec une vasoconstruction pour essayer de reperfuser le rein. Et donc, elle est perdue chez les malades qui sont sous EEC et donc il n'y a pas de stimulation du système rénine-angiotensine. Différentes causes de nécrose tubulaire aiguë, on a dit tout à l'heure, le type le plus fréquent, c'est l'ischémie par choc, qui va évoluer avec le temps et être à l'origine de l'ischémie, soit septique, hémorragique, soit cardiogénique, s'il va évoluer dans le temps. Toxicité tubulaire par certains produits et certains médicaments, et aussi par un procédé de précipitation intratubulaire dans certaines pathologies, entre autres les maladies de système ou bien rhabdomyolyse et certaines pathologies. Les autres causes d'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse, elles sont plus ou moins rares. C'est l'apanage de l'insuffisance rénale plutôt chronique, type de néphropathie glomérulaire ou vasculaire, l'évolution de l'insuffisance rénale aiguë, de certaines glomérulopathies ou même de certaines maladies de système qui vont évoluer vers l'insuffisance rénale chronique. Donc, le tableau, c'est le tableau d'une insuffisance rénale aiguë le plus fréquent. On va rechercher la prise de médicaments ou bien est-ce qu'il y a des pathologies associées, est-ce qu'il y a un tableau de choc et de là à faire un bilan biologique et urinaire. C'est un tableau qui va résumer tous les mécanismes de l'insuffisance rénale aiguë. En pré-rénal, c'est surtout l'hypovolémie. Rénale, on a dit, c'est l'insuffisance rénale organique avec l'atteinte anatomique du rein et qui va s'installer progressivement avec les différentes localisations au niveau rénal, interstitielle, glomérulaire, vasculaire, tubulaire et l'obstructif qui est post-rénale en rapport avec une obstruction des voies aériennes ou bien au niveau vésical. Les étiologies, on les a vues tout à l'heure.
de l'atteinte rénale, pré-rénale et post-rénale en fonction de chaque type d'atteinte rénale. Donc, il faut mettre en évidence l'étiologie parce qu'on a dit le traitement, il est symptomatique et étiologique. Et bien sûr, le diagnostic clinique, c'est par la mise en évidence de la diminution de la diurèse. Donc, il faut quantifier les urines pour dire quel type d'insuffisance rénale. Est-ce que c'est une insuffisance rénale aiguë à diurèse conservée, oligoanurique ou anurique? Donc, la diurèse, elle est importante. Et le recueil des urines va nous permettre aussi de faire la recherche biologique pour identifier l'insuffisance rénale qui va nous permettre de différencier l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle de l'insuffisance rénale organique. De là, donc, la biologie et dans les urines, c'est très important. Donc, le recueil des urines va nous permettre de calculer l'osmolarité urinaire, le rapport de l'osmolarité urinaire et plasmatique, la fraction d'excrétion de sodium, et tous ces paramètres vont nous permettre de différencier entre l'insuffisance rénale fonctionnelle et l'insuffisance rénale organique. Donc, à côté toujours de la biologie, donc le bilan sanguin, il faut toujours le compléter par un bilan urinaire. Surtout en sachant que quand même, le sondage dans l'insuffisance rénale aiguë va vous permettre aussi d'éliminer une retention urinaire ou bien il va vous mettre en évidence s'il y a un obstacle. Donc, de là, sonder et le recueil des urines est très important. Le retentissement de l'insuffisance rénale aiguë, donc on a dit le rein, il a 4 fonctions essentielles. La fonction d'élimination de toxines. Donc de là, s'il y a une anurie ou s'il y a une oligoanurie, donc il va avoir une accumulation de ces toxines dans les urines. Il va avoir des troubles hydroélectrolytiques et essentiellement perturbation de l'équilibre acido-basique, donc un type d'acidose métabolique dans l'atteinte rénale. On a les fonctions endocrines sont touchées, surtout qu'il y a métabolisation et l'activation de vitamine D. Donc de là, on comprend pourquoi il y a une hypocalcémie dans l'insuffisance rénale aiguë. Et bien sûr, le rein, il a un rôle important dans la régulation de la pression artérielle. Donc, toutes ces fonctions sont assurées tant que le débit de filtration glomérulaire il est supérieur à 30 millilitres par minute. Donc, on a la retention azotée, donc on a l'élévation de la créatinine urinaire et sanguine, l'élévation de l'urine et l'élévation de l'acide urique. Donc, on a vu l'équilibre acido-basique, donc acidose métabolique essentiellement par défaut d'élimination de la charge acide. Et le risque majeur de cet équilibre acido-basique est bien sûr le risque d'hypercalémie qui risque de mettre le pronostic vital en jeu. À côté de l'hypercalémie, il y a un risque d'œdème pulmonaire par l'anurie et le retentissement cardiaque, donc œdème pulmonaire, HTA maligne et le risque de mort subite. Les autres conséquences hématologiques, l'anémie, mais c'est surtout l'apanage de l'insuffisance rénale chronique, les troubles de l'hémostase et déficit immunitaire, puisque le rein il a un rôle important dans le transport des protéines et le métabolisme de plusieurs molécules. Donc, sur le plan phosphocalcique, on a dit il y a hypocalcémie, hyperphosphorémie et hyperparathyroïdie. Et les manifestations qui sont liées à ces toxiques urimiques, qu'on appelle aussi syndrome urimique. Donc, on va avoir des troubles digestifs, nausées, vomissements, troubles neurologiques, qui peut aller jusqu'à troubles neurologiques, jusqu'à l'encéphalopathie et la souffrance cérébrale qui va être révélée par des troubles neurologiques et des troubles de conscience. Bien sûr, pour mettre en évidence l'insuffisance rénale aiguë, pour l'évaluer, il faut calculer la clairance à la créatinine, qui est notre marqueur biologique le plus important. C'est la clairance à la créatinine. La clairance, elle est définie par la clairance rénale d'un corps est représentée par le nombre de millilitres de plasma que le rein peut débarrasser totalement en une minute de ce corps. Pourquoi on a choisi la créatinine? Parce qu'elle n'est pas influencée, il n'y a pas d'autres sécrétions et elle est éliminée essentiellement par le rein. Donc, c'est le marqueur biologique le plus qui va nous renseigner sur la filtration glomérulaire. On a deux façons de calculer la clairance à la créatinine. On a la clairance par le recueil des urines par UVP, c'est-à-dire calculer la concentration plasmatique
de la créatinine plasmatique et urinaire par rapport à une densité urinaire. Et c'est la plus importante et c'est celle qui va refléter le plus l'atteinte rénale, c'est-à-dire c'est elle qui va nous donner plus de renseignements sur la filtration glomérulaire. Par contre, le calcul de la clairance à la créatinine par la formule de Colt et de Concroft, il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer. Entre autres, on a l'âge, le poids et la créatinine chez l'homme et chez la femme. Donc, il y a un indice de correction qu'on va utiliser chez la femme et chez l'homme. Et la clairance à la créatinine en milieu de réanimation, elle a surtout une importance dans le calcul des traitements qu'on donne aux malades, essentiellement les antibiotiques, puisque l'insuffisance rénale aiguë dans les milieux de réanimation, elle n'est jamais seule. Elle se voit dans un tableau d'atteinte multiviscérale. Donc, le malade, il est en agression, entre autres le choc septique, où il faut mettre des antibiotiques. Chez un malade qui est en insuffisance rénale aiguë importante, donc il faut adapter les doses en fonction de la clairance. On a vu qu'il y a deux marqueurs biologiques, enfin un marqueur clinique et un marqueur biologique dans l'identification de l'atteinte rénale. Donc la clairance et la diurèse, c'est les deux marqueurs qui sont utilisés dans les différentes classifications qu'on a vues. Il faut retenir qu'on est toujours à la recherche d'une troponine rénale qui va nous évaluer la fonction, l'atteinte rénale précocement pour détecter l'atteinte rénale de façon précoce, puisqu'on a dit quand on calcule la clairance à la créatinine, elle va nous dire qu'il y a déjà une diminution de 50% de la filtration glomérulaire. Plusieurs nouveaux marqueurs, ils sont encore à l'étude, mais jusque-là, ils n'ont pas encore fait leur preuve dans la détection de l'atteinte rénale précoce. C'est ça ce qui nous intéresse. Il nous intéresse quand il y a la présence de ces marqueurs dans le sang ou dans les urines, cystacine C ou bien le Linggal, donc on va dire que le malade, il est en train de développer une insuffisance rénale déjà avant la diminution de la clairance à la créatinine. Donc, jusque-là, c'est des marqueurs qui sont utilisés dans les pays développés, mais il y a toujours le coût, ils sont très chers, et chez nous, on ne les a pas encore introduits. Ça reste à l'étude, ça reste toujours à l'étude, donc ils n'ont pas encore eu de consensus à les utiliser comme ça fréquemment. Mais ils vont être de grands secours pour le clinicien parce qu'il pourra quand même détecter l'atteinte rénale d'une façon très précoce. L'évolution de l'insuffisance rénale aiguë, si elle est négligée, c'est l'évolution vers certaines complications, acidose métabolique avec hypercalémie, surcharge pulmonaire et œdème pulmonaire, qui peut aller jusqu'à l'encéphalopathie urémique. Et la mortalité, elle est plus élevée quand il y a les complications. L'évolution, il est en fonction du pronostic. On a les facteurs de pronostic qui sont la fonction rénale antérieure et bien sûr, un malade qui a une fonction rénale déjà altérée, il a plus de risque de développer une insuffisance rénale chronique. Donc, il risque, parce qu'il faut retenir que l'insuffisance rénale aiguë, elle peut être aiguë et révéler qu'il y a une étiologie, mais comme l'insuffisance rénale aiguë peut aussi révéler une atteinte qui a chronique qui jusque-là n'était pas connue, que l'insuffisance rénale aiguë peut révéler une insuffisance rénale chronique. Donc, les facteurs de pronostic vital en fonction, bien sûr, du patient, sujet jeune, sujet âgé, le nombre d'atteintes des viscères, et on a dit au début que l'insuffisance rénale aiguë dans les milieux de réanimation, elle n'est jamais seule. Donc, c'est ça qui fait sa gravité, c'est qu'elle se voit toujours dans un tableau d'atteinte multiviscérale associé aux complications qu'on a vues, l'hypercalémie, l'acidose métabolique et l'œdème pulmonaire. La prévention de l'insuffisance rénale aiguë, c'est de pouvoir la détecter précocement chez certains malades qui ont certains facteurs de risque, donc chez les diabétiques, sujets âgés, les malades qui présentent certaines pathologies, l'insuffisance rénale chronique qui sont des facteurs de risque. Les diurétiques. Les diurétiques, ils n'ont de place que si vous avez un malade qui est en surcharge pulmonaire, c'est-à-dire qu'il est en OAP, ou bien il y a une hypercalémie en attendant de dialyser le malade, c'est là où les diurétiques trouvent leur place. Sinon,
dans le traitement et dans la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë, ils n'ont pas de place. L'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, elle relève d'un remplissage, elle relève de reconnaître les situations à risque pour pouvoir les prendre en charge. Les diurétiques, ils ont de place dans l'insuffisance rénale chronique qui est déjà détectée et classée. Donc, les diurétiques peuvent par contre aggraver une fonction rénale. Vous allez donner les diurétiques pour relancer la diurèse et on a vu tout à l'heure que le malade, il est en train de compenser par le système rénine-angiotensine, par cette autorégulation. Donc, il est en train de réabsorber et cette oligoanurie n'est qu'un moyen de compensation. Donc, donnez du diurétique. Donc, vous allez casser cette autorégulation et vous allez encore aggraver cette hypoperfusion. Donc, il faut savoir les utiliser et ils ont deux indications, l'hypercalémie et l'OAP. Les facteurs de risque, on a des facteurs de risque en fonction de la situation clinique. Il y en a des facteurs qui sont modifiables et des facteurs non modifiables. Les facteurs non modifiables, ils sont propres au sujet, au terrain, l'âge, le sexe masculin, certaines pathologies associées. En fonction de la situation clinique, bien sûr, on a dit que chaque insuffisance rénale aiguë, elle a des étiologies qu'il faut mettre en évidence. Oui, il y a certains facteurs externes, à savoir des produits iodés, antibiotiques, chimiothérapie, certains thérapeutiques, etc. Dans les produits iodés, si votre malade doit subir une exploration, donc il faut une préparation dans ce sens. Le traitement de l'insuffisance rénale aiguë, il est essentiellement symptomatique et étiologique. Symptomatique, il repose sur le maintien d'une perfusion rénale efficace par le contrôle de la volémie. On a dit que le rein représente à peu près 20% du débit cardiaque. Donc, dès qu'il y a une chute de la volémie, il est très sensible. Donc, de là, il faut corriger la volémie en premier. Il faut voir est-ce qu'il y a des médicaments qu'il faut adapter en fonction de la clairance et des médicaments qu'il faut essayer d'adapter en fonction de la clairance à la créatinine. Et s'il y a des explorations, il faut réhydrater le malade au moins 12 heures avant l'exploration. Le traitement étiologique, il est en fonction de l'étiologie de l'insuffisance rénale aiguë. On a dit dans la fonctionnelle, il faut restaurer la perfusion rénale, réhydrater, faire un remplissage. S'il y a lieu, il faut utiliser les amines vasopresseurs, c'est-à-dire mettre le malade sous drogue vasoactive. Et bien sûr, tout ça pour éviter l'évolution vers l'insuffisance rénale organique. Dans l'insuffisance rénale aiguë obstructive, donc il faut lever l'obstacle, donc il faut aller le mettre en évidence et lever l'obstacle en fonction de localisation de l'obstacle. Donc, ça peut aller de la simple montée de sonde jusqu'à la néphrostomie s'il y a lieu de faire cette néphrostomie. Le traitement de l'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse, c'est un peu plus compliqué que l'insuffisance rénale aiguë. Donc là aussi, il faut aller sur l'étiologie, donc un traitement symptomatique et un traitement étiologique. Et le traitement étiologique est plus important. Selon que cette insuffisance rénale aiguë, est-ce qu'elle est isolée ou est-ce qu'elle est multiviscérale? Et dans les milieux de réanimation, la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë, elle est en général, elle se voit dans un tableau d'atteinte multiviscérale. Et à ce moment-là, on a deux traitements. Soit on est encore au stade d'hypovolémie, donc il faut remplir le malade et traiter l'étiologie, ou on est au stade d'atteinte parenchymateuse, de nécrose tubulaire, et il faut aller sur le recours à l'épuration extra-rénale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à mettre le malade sous épuration extra-rénale. Quels sont les critères d'utilisation de l'épuration extra-rénale? On a dit, c'est toutes les complications de l'insuffisance rénale aiguë, de l'hypercalémie, de l'acidose métabolique, de l'anurie plus de 12 heures, d'une hyperazotémie, acidose métabolique, acidose lactique importante avec un pH qui peut aller jusqu'à 7 à 7,1. Donc, toutes les complications de l'insuffisance rénale et les auteurs préconisent, dès qu'il y a deux de ce critère, il faut déjà préparer le malade à l'épuration extra-rénale.
quel type d'épuration extra-rénale il faut utiliser. Si vous avez un malade qui a un état hémodynamique stable, c'est l'hémodialyse intermittente. Et si vous avez un malade qui est instable avec atteinte multiviscérale, avec des catécholamines, donc il faut aller sur les techniques continues, donc sur l'hémodiafiltration veineuse continue ou hémofiltration veineuse continue. C'est des techniques continues qui sont réservées pour les malades qui sont intransportables vers les secteurs d'hémodialyse ou bien qui sont sous catécholamine, intubés, etc. Donc voilà les machines, la machine de dialyse intermittente et les machines d'épuration extra-rénale. L'avantage, c'est que les machines d'épuration extra-rénale continue y vont au lit du malade et l'hémodialyse intermittente, c'est le malade qui va à la dialyse. Donc en fonction de votre contexte du malade et la disponibilité du matériel, donc vous allez choisir la technique qui va convenir le plus à votre malade. En conclusion, je vais vous dire que la lésion rénale, elle est fréquente. Elle est essentiellement, c'est l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle qui est le type d'insuffisance rénale le plus fréquent. Mais si elle est mal prise en charge, elle va évoluer vers l'insuffisance rénale organique de prise en charge un peu difficile, où elle va exposer le malade, elle va augmenter le taux de mortalité qui est quand même encore élevé dans les services de réanimation. Une insuffisance rénale aiguë organique, si elle tarde et s'il n'y a pas de récupération au bout de 3 mois, c'est l'évolution vers l'insuffisance rénale organique. Donc, on a toujours, il faut rester fidèle aux deux marqueurs qu'on a qui sont disponibles, c'est la créatinine plasmatique et la diurèse. Et en attendant l'arrivée de nouveaux marqueurs biologiques qui vont nous aider à la détection de l'insuffisance rénale aiguë précoce. Et malgré la compréhension des mécanismes physiopathologiques, il y a toujours quand même l'atteinte rénale est toujours grave avec un taux de mortalité qui reste quand même élevé. Donc, le dosage de la créatinine plasmatique et la mesure du débit urinaire restent les éléments de base de diagnostic et ceci permet d'envisager à terme de véritables stratégies de prévention et de protection du rein en période d'agression. Donc, j'insiste beaucoup sur la protection de la volémie. Donc, il ne faut pas hésiter à remplir le malade. Ce n'est pas pour ne pas le dialyser, il faut diminuer les apports. Au contraire, il faut dialyser pour bien nourrir et non pas réduire les apports pour moins dialyser. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur l'insuffisance rénale aiguë. Bonjour, on attend vos questions. Vous pouvez les écrire comme d'habitude. Voilà, maintenant on a les questions. On n'arrive pas à lire les questions. Si quelqu'un a écrit des questions, on n'arrive pas à les voir. Non, il y a déjà deux questions. Oui. Ok. La première, c'est un mot pour l'insuffisance rénale et la transfusion sanguine. Et la deuxième, bonjour, s'il vous plaît, quelle est la formule idéale pour l'estimation du débit de filtration glomérulaire en ce qui concerne l'anesthésie? Très bien. Alors, pour la première question, insuffisance rénale aiguë et transfusion. Donc, ça va rentrer dans le cadre, l'insuffisance rénale aiguë, elle va se voir dans la transfusion, c'est quand vous transfusez et qu'il y a des réactions en type hémolyse qui va être à l'origine de libération des trucs d'hémolyse dans le sang. Ça va entraîner une insuffisance rénale aiguë hémolytique et en général, il faut arrêter la transfusion, il faut attendre un moment, recontrôler, perfuser, c'est-à-dire qu'il faut perfuser, enfin remplir le malade et voir si cette insuffisance rénale, si la transfusion n'a pas entraîné de surcharge, s'il n'y a pas d'hypercalémie, si le sang était bien conservé, ce n'est pas du sang ancien qui est riche en potassium. C'est ça le mécanisme. Pour la deuxième question, le calcul de la clairance. Calcul de la clairance. Quelle est la formule idéale pour l'estimation de débit de filtration glomérulaire en ce qui concerne l'anesthésie? Entre parenthèses, je parle de la clairance de la créatinine. De la créatinine. En général, la meilleure formule, c'est la formule UVP.
parce que c'est elle qui va vous mettre en évidence réellement la filtration glomérulaire, puisque vous allez doser dans les urines et dans le sang en fonction d'une fraction, en fonction d'une volumétrie donnée. Parce que vous avez un malade en post-opératoire, il va uriner une quantité, vous allez prendre cet échantillon, vous allez calculer votre créatinine urinaire et de là, UVP, c'est elle qui reflète le plus la filtration glomérulaire que par rapport à la formule de Cancroft et Kolk, où il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu, à savoir l'âge, la masse musculaire, le sexe, etc. Donc, il faut retenir c'est UVP qui est la plus utilisée et c'est celle qui met en évidence la filtration glomérulaire le mieux. Une deuxième question, une troisième question. Bonjour. Quelle est la formule idéale pour l'estimation du débit de filtration glomérulaire en ce qui concerne l'anesthésie? C'est toujours la même chose, c'est UVP. Je parle de la cléarance de la créatinine. Parce que c'est elle qui va... Une autre question. L'insuffisance rénale a dû rester conservée toujours au stade fonctionnel. Préciser la question TAC. L'insuffisance rénale a dû rester conservée. Et vous voulez dire, est-ce que c'est toujours le stade fonctionnel? L'insuffisance rénale a dû rester conservée. Fonctionnel, je pense, d'abord, du reste conservé veut dire qu'il y a des urines, mais il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de. C'est-à-dire, si vous allez faire une chimie urinaire de ces urines, vous allez trouver qu'il y a une concentration importante de sodium ou de potassium. Vous allez faire vos paramètres biologiques comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire pour différencier entre la fonctionnelle et l'organique. Mais la différence, pourquoi dans la fonctionnelle, il y a une diurèse qui est conservée alors que dans la fonctionnelle, il y a une hypovolémie. Normalement, il y a au moins une oligoanurie, on a dit, chez les malades qui sont sous EEC ou qui sont sous ANS. Donc, cette autorégulation n'est pas faite, elle n'est pas assurée chez les malades qui sont sous traitement. C'est-à-dire que cette autorégulation n'est pas assurée chez ce genre de malade. Donc, vous avez une diurèse, mais vous allez faire une chimie urinaire pour pouvoir différencier est-ce que c'est une fonctionnelle ou est-ce que c'est une organique. Donc, vous avez la chance d'avoir les urines, donc vous allez faire votre chimie urinaire et qui va vous permettre de comparer entre les deux types d'insuffisance rénale aiguë. Une autre question, il parle dans le tableau de classification de Ripley, quand on a le débit urinaire qui était à 0,5 cc kg/h, il passe à 5 cc kg/h. Donc, je pense qu'il parle... les trois stades. Les trois stades de classification du Ripley. C'est-à-dire, est-ce que c'est une amélioration de la fonction rénale? Est-ce que c'est ça ce que j'ai compris, hein? Il passe de... Donc, il passe... Non, attendez. Lisez complètement la phrase. C'est vrai que c'est 0,5 ml par heure. 6 heures, on bat 12 heures. Quand vous avez une diurèse sur 6 heures, elle est plus importante que celle de 12 heures, elle va diminuer. Mais on a gardé le même chiffre. C'est 5 ml par kilo par heure. Le stade 1, c'est pendant 6 heures. Après, on va sur 12 heures et après, on va sur anurée carrément. Le troisième stade, c'est une diminution encore plus au bout de 12 heures. Mais entre le premier et le deuxième, c'est l'heure, c'est la période. Donc, le stade 1, 6 heures et le stade 2, c'est 12 heures. C'est la même quantité, mais sur 12 heures. Elle va être diminuée par rapport au premier stade. Une autre question, il parle sur l'évolution de l'insuffisance rénale aiguë sur l'insuffisance rénale chronique et l'augmentation de l'urée par rapport à la créatinine. Donc, il dit pourquoi l'urée célère plus que la créatinine en cas d'insuffisance rénale aiguë par rapport à l'IRC. C'est-à-dire, et comment seront les rapports de l'urée sur la créatinine en cas d'IRA sur IRC. Là, il faut différencier l'insuffisance rénale aiguë de l'insuffisance rénale chronique. Dans l'insuffisance rénale chronique, tout est accumulé. Accumulation d'urée, du créate, parce que c'est ça, si on revient à la classification de Reifel, c'est le dernier stade.
c'est une perte, c'est le stade terminal. Ça veut dire qu'il n'y a plus de fonction rénale. Donc, tout est accumulé, tout est augmenté. Au stade fonctionnel, on a l'urée qui est un peu plus augmentée que la créatinine parce qu'il y a un phénomène aussi de compensation au début dans la aiguë. Par contre, dans la chronique, c'est le stade terminal. Donc, tout est accumulé. Donc, les deux sont augmentés de façon très importante. Mais ce qu'il faut retenir, que c'est tellement augmenté que c'est l'insuffisance rénale aiguë qui va venir révéler la chronique. Et on va faire nos paramètres de comparaison entre les deux. On va trouver qu'on est dans l'organique et qu'on est dans la chronicité. Bien sûr, il faut aussi aller sur les autres paramètres. Donc, on va chercher l'anémie, on va trouver qu'il y a une anémie, on va sur le plan phosphocalcique, on va trouver qu'il y a hypocalcémie, hyperphosphorémie, et tout ça, ça va vous orienter sur la chronicité de l'insuffisance rénale. Oui, une autre question? Je t'ai dit, un peu de... Alors. S'il vous plaît. Alors, il parle de parler sur l'insuffisance rénale aiguë et alimentation. Le malade en IRA et alimentation parentérale, est-ce qu'on peut la maintenir? Alors, l'insuffisance rénale aiguë, si on a dit, c'est la plus fréquente dans les services de réanimation. Et j'ai terminé le message tel, j'ai dit, c'est pas parce que le malade il est en insuffisance rénale que je vais diminuer les apports, que je ne vais pas l'alimenter, que je ne vais pas donner une alimentation. Au contraire, je vais alimenter mon malade. S'il faut réhydrater, je réhydrate. S'il faut alimenter, si c'est un malade qui est en choc septique, il va falloir que lui donner un régime hypercalorique, hyperprotéique. Ça va pas m'empêcher de prendre en charge l'insuffisance rénale. S'il faut que je passe à la dialyse, je vais dialyser mon malade tout en lui assurant son alimentation. L'alimentation parentérale peut être entretenu, bien sûr, en insuffisance rénale aiguë. Ça n'a pas de retentissement. Là, il parle d'une autre question. Est-ce que les drogues vasoactives peuvent aggraver l'insuffisance rénale aiguë, par exemple la noradrénaline? Oui, elle veut dire que c'est par l'aggravation de la vasoconstriction qui va encore aggraver sur les mécanismes de compensation au niveau de l'insuffisance rénale et la vasoconstriction va devenir importante. Mais si on arrive au stade de mettre des catécholamines, c'est que l'hypovolémie est importante et que l'atteinte rénale est importante et qu'on est en atteinte multiviscérale. S'il faut maintenir les catécholamines, il faut les mettre. Et s'il faut passer à l'épuration extra-rénale, donc si votre malade a besoin d'être dialysé, ben oui, il faut le dialyser. Ici, on va discuter la technique. Puisqu'il est sous catécholamine, c'est qu'il a un état hémodynamique précaire. Donc à ce moment-là, l'hémodialyse intermittente, elle va être un peu difficile chez notre malade. Donc, c'est l'indication des techniques continues. Et à ce moment-là, vous pouvez moduler vos débits de dialyse en fonction de votre état hémodynamique. Mais si le malade a besoin de mettre les catécholamines, il faut les mettre. C'est un pronostic vital en jeu. Donc, il revient sur la transfusion sanguine aussi. Un malade de l'insuffisance rénale qui a besoin d'une transfusion. Donc, comment faire pour décider Donc, il fait des répétitions. Donc, insuffisance rénale et transfusion sanguine, c'est la deuxième question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que c'est une des complications de la transfusion sanguine ou est-ce que votre malade il est en insuffisance rénale aiguë, s'il y a un syndrome hémorragique, si votre malade il est en train de saigner, et on a dit il faut corriger la volémie, donc s'il a besoin d'être transfusé, on va le transfuser. Donc, il faut séparer les choses, séparer les deux. Si la transfusion sanguine, elle est à l'origine de l'insuffisance rénale aiguë, donc il faut la mettre en évidence et voir qu'est-ce qu'il y a, est-ce que le malade a d'autres pathologies ou a d'autres complications. Et si votre malade il est en insuffisance rénale aiguë par un syndrome hémorragique et qu'il faut transfuser, donc il faut transfuser.
Une autre question. On attend. Est-ce que je peux revenir sur la question de drogue inotrope, vasoconstricteur et insuffisance rénale? Donc, professeur Boudra a bien expliqué. On introduit les vasoconstricteurs parce qu'on a un état hémodynamique. On a un état hémodynamique qui est précaire. On a besoin d'augmenter les pressions de perfusion cérébrale du cœur et du rein. Et allez-y faire un vasoconstricteur et le malade, il est en oligoanurie, il a une insuffisance rénale. Le seul moyen, c'est d'augmenter, on a un objectif de débit cardiaque. C'est vrai, ça va donner une vasoconstriction rénale, ça va diminuer, ça va aggraver la fonction rénale, ça va donner une oligoanurie. Le moyen efficace, c'est de placer le malade en hémofiltration veineuse continue. Ça, c'est des vrais malades de réanimation auxquels on peut y aller. Vous allez constater qu'à peu près certains services de réanimation, ce n'est pas tous les services qui sont équipés par l'hémofiltration veineuse. C'est pour ça que vous allez augmenter la noradrénaline, 2 mg, 3 mg, et le malade il est en anévrique et 2-3 jours, il est décédé. Est-ce que tu confirmes de le côté? Par contre, si les services de réanimation étaient très performants, le rein, je mets une suppléance rénale et j'agis en fonction de l'état hémodynamique. S'il faut des antibiotiques, je donne des antibiotiques. S'il faut des vasoconstricteurs, on donne des vasoconstricteurs. C'est à ce prix-là qu'on peut améliorer la mortalité des patients de réanimation. Qu'est-ce que tu penses de ça? Aujourd'hui, aucun service de réanimation ne peut être conçu sans une unité du rein aigu. C'est comme l'échographe, c'est comme le respirateur. Est-ce qu'un service de réanimation peut fonctionner sans respirateur? Non. C'est notre outil de travail quotidien. Aujourd'hui, le développement des services de réanimation, on a d'autres outils. On va passer à d'autres outils. L'échographe doit être disponible dans le service et le rein. Unité du rein aigu, ou bien, ici, c'est vrai que technique de choix, professeur Aïch vient de le dire, la technique d'épuration de choix, c'est l'hémofiltration. Mais si on ne l'a pas, on peut aussi brancher le malade en dialyse intermittente. Mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que vous allez diminuer vos pressions de perfusion, vous allez diminuer votre débit de dialyse, parce que la dialyse intermittente, elle est un peu agressive par rapport à l'hémofiltration. Vous ne pouvez pas dépléter votre malade à l'aise. La technique de choix, c'est l'hémofiltration et ça va vous permettre de faire les deux choses en même temps. Prendre en charge votre insuffisance rénale, traiter l'étiologie. Si c'est un choc septique, ça va vous permettre de mettre les antibiotiques, de discuter, d'alimenter vos malades parce que la machine va vous donner de dépléter en fonction de ce que vous rajoutez, comme alimentation tout à l'heure sur l'alimentation parentérale. Est-ce qu'on peut la faire en insuffisance rénale? Bien sûr que le malade il est en agression, donc il a besoin d'être alimenté. Donc la machine va vous donner la main sur les pertes, s'il est en inflation hydrosodée, donc vous allez le dépléter parce qu'il est en surcharge, en OAP, etc. Et vous allez rajouter une autre perte, ce que vous allez rajouter comme aliment, comme alimentation. Donc, l'hémofiltration et les services de réanimation en atteinte multiviscérale, c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que l'insuffisance rénale dans les milieux de réanimation, elle n'est jamais seule. Elle est toujours associée. Syndrome hémorragique, détresse respiratoire, hémodynamique, etc. C'est ça qui est... Une autre question. Alors, comment préparer un malade en insuffisance rénale aiguë pour anesthésie générale dans le cadre de l'urgence? C'est une excellente question. Et on est la plupart du temps confronté à ce genre de malade. Donc, vous admettez un malade, vous avez un malade qui va être opéré, anesthésie générale dans le cadre de l'urgence. Qu'est-ce qui prime? Donc, vous allez mettre balance. Donc, on a toujours, quand on a un malade qui va se faire opérer, on a toujours la balance. Est-ce que cette insuffisance rénale aiguë, elle est au stade de complication? Il est en hypercalémie, il est en OAP. Est-ce qu'il y a une urgence à prendre en charge le malade d'abord sur le plan rénal? Il faut le stabiliser. S'il faut le dialyser, il faut le dialyser. Et après, une fois dialysé, vous avez corrigé toutes les complications de l'insuffisance rénale aiguë. Et par la suite, vous allez le proposer à l'intervention chirurgicale. Donc, tout dépend de l'urgence chirurgicale. Est-ce que c'est une abdominale? Est-ce que major, mineur, etc. Major, il faut préparer le malade un peu plus parce que major, c'est une intervention qui va durer et votre malade aura sûrement besoin d'une autre séance
d'épuration en fin d'intervention. Une intervention mineure, donc ça va vous donner, vous allez prendre le temps d'abord de corriger l'insuffisance rénale aiguë. Une fois les chiffres sont adaptés, donc vous avez corrigé certaines complications, donc le malade n'est plus en surcharge, il n'est pas en hypercalémie, chiffres de créate et durée sont plus ou moins acceptables, vous allez aller sur l'anesthésie. Elle est urgente, donc vous ne pouvez pas attendre. Donc, juste après la séance d'hémodialyse, vous allez avec votre malade au bloc. Donc, vous allez utiliser les drogues qui ont le moins d'impact rénal. Vous allez me dire, c'est difficile. Curare, l'atracrium n'est pas toujours disponible. Les autres produits, ils ont tous élimination rénale. Donc, en fin d'intervention, vous allez redemander une fonction rénale. Et si votre malade a besoin d'une autre séance en fin d'intervention, donc vous allez encore le dialyser. Une précision que j'ai remarquée, par exemple, la préparation d'un malade en insuffisance rénale, donc c'est vrai, des fois on demande à faire une séance d'hémodialyse avant. J'ai remarqué souvent, les gens programment une séance d'hémodialyse après. Mais ils nous disent, voilà, pour élimination des drogues anesthésiques. Si le malade a subi son intervention chirurgicale, il a subi des drogues les moins à élimination rénale, il est extubé, il reprend. Il n'y a pas d'indication de faire une dialyse post-anesthésie. Ça, il faut comprendre ça. On est des professionnels dans notre métier. Ce n'est pas les néphrologues qui décident. Moi, j'ai vu beaucoup de néphrologues. Voilà, je t'envoie. Après l'anesthésie, je vais faire une séance d'hémodialyse pour éliminer les drogues. C'est bon. Pour nous, si on avait monitoré bien notre patient, il est extubé, il répond bien aux questions, il est bien réveillé. Il n'y a pas d'indication de faire une dialyse, sauf si le malade fait une hypercalémie, si le patient fait un OAP, si le patient il a des urées créa qui ont augmenté. Donc, ce sera une indication néphrologique de faire une... Sauf si c'est un chronique qui dialyse. En général, la question était très claire. C'est insuffisance rénale aiguë. Aiguë veut dire ça se discute en fonction du contexte de notre malade. Si j'ai besoin de prendre en charge, s'il y a des complications, c'est sûr que c'est l'insuffisance rénale qui prime. Après, je programme l'intervention chirurgicale. On peut prendre quelques heures. C'est une urgence qui peut être différée. Mais en post-opératoire, il n'y a pas lieu d'aller directement. Il faut revoir le malade, s'il est bien réveillé, s'il a repris une fonction rénale. Si vous avez corrigé votre cause, il a repris une diurèse, etc., il faut la respecter. Dans l'insuffisance rénale chronique, malade dialyse et intervention chirurgicale, ça c'est autre chose. Si l'intervention est urgente et mon malade vient de dialyser, il a dialysé il y a 24 heures et j'ai une fonction rénale qui est plus ou moins correcte parce que je sais que c'est un chronique. Là, c'est vrai que je vais discuter une autre dialyse en post-opératoire parce que je sais que ses moyens d'élimination sont très diminués puisque c'est un malade qui dialyse, c'est un chronique. Donc, il dépend tout le temps d'une machine. Ça, c'est autre chose. Nous, le thème d'aujourd'hui, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Donc, tout ce qui agresse le rein d'une façon aiguë. On élimine la chronique. Donc, quelqu'un nous fait un commentaire, ce n'est pas une question, donc il nous dit le médecin réanimateur ne doit pas passer devant une insuffisance rénale fonctionnelle. Ah oui, ça c'est primordial. Et une autre question, s'il vous plaît, comment faire le diagnostic d'une IRA chez quelqu'un en insuffisance rénale chronique connue? Bon, il faut aller sur les critères biologiques dans le sang et dans sanguin. Et le tableau de l'insuffisance rénale aiguë et de l'insuffisance rénale chronique est bien connu. Vous avez l'anémie, vous avez le fascias, vous avez la calcémie, il y a beaucoup de paramètres qui arrivent à vous dire que d'abord, quand vous le voyez rentrer à votre consultation, vous allez dire celui-là, c'est un chronique parce que l'anémie, elle est typique. C'est des malades qui ont de 8 jusqu'à 7 d'hémoglobine. Donc, on a vu le mécanisme, c'est pas la diminution de l'érythropoïétine qui est sécrétée par le rein. Donc, il n'y a pas de sécrétion importante des globules rouges parce qu'il y a une inhibition. C'est des malades qu'on met, des malades chroniques qui sont sous érythropoïétine pour stimuler la moelle à sécréter les globules rouges. Mais il y a des critères de différenciation, ils sont connus, que ce soit biologique, que ce soit clinique. On attend d'autres questions.
poser des questions. Vous êtes devant un expert. Le professeur Boudra a fait sa thèse pendant des années sur l'insuffisance rénale et épuration extra-rénale. Vous, justement, en profitez devant cet expert. Justement, il ne faut pas avoir peur de dialyser le malade. Autrefois, on nous disait, moi je pensais, quand j'étais résidente, on nous disait, quand on dialyse les malades, on casse la diurèse. Parce que la machine fait l'ultrafiltration. Et donc, le malade ne dialyse plus. On avait toujours gardé cet esprit de laisser la dialyse en dernier recours. Alors qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai, elle n'est pas prophylactique. Même la prophylactique, on a discuté beaucoup à un moment donné. D'après, elle a été aussi abandonnée. Il faut dialyser au moment où il faut dialyser. Et aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. On ne va pas dire à un médecin, il faut dialyser ton malade. Non, c'est le clinicien qui est maître à bord. Il a un contexte, il a un malade, il a des critères. Les critères sont connus depuis 2004, 99, 2004. C'est toujours les mêmes critères, les critères majeurs. Vous pouvez avoir un malade qui a 5 grammes d'urée et 100 et quelques de créate, et vous pouvez ne pas le dialyser parce que purement c'est une fonctionnelle. Un diabétique qui a 7 ou 8 grammes de glucose, qui a une diurèse osmotique importante, qui s'est déshydraté, qui a fait une insuffisance rénale. Dès que vous commencez à le réhydrater, à corriger sa glycémie, il va commencer à relancer sa diurèse. Donc, il ne faut pas avoir peur de dialyser, il ne faut pas dialyser à tort aussi. Donc, il faut vraiment, c'est le contexte clinique qui va indiquer la conduite à tenir. Clinique, clinique, clinique. C'est ça qui est le plus important. Donc, on revient toujours insuffisance rénale sur IRA, IRC, vu que le patient est déjà anurique ou oligo-anurique. Dans cette question, c'est-à-dire, ce que j'ai compris, que le malade il est en insuffisance rénale chronique, il est anurique. Comment faire le diagnostic qu'il a aggravé sa fonction rénale? C'est ça ce que j'ai compris. C'est vrai que la aiguë peut révéler la chronique. Mais je ne fais pas. Soit aigu et un malade, il vient de subir par exemple une exploration. Il a fait par exemple l'UV ou il a fait un scanner avec injection de produits de contraste, on va dire une insuffisance rénale aiguë. Ici, le contexte, il est clair. On a l'étiologie, on a le tableau clinique. Mais il arrive qu'un malade arrive aux urgences, il a, disons, un âge, c'est un hypertendu connu ou un diabétique connu. Vous faites votre bilan biologique, vous trouvez qu'il est en insuffisance rénale aiguë. Mais vous allez compléter les autres paramètres. On a dit l'échographie aujourd'hui, elle se fait au lit du malade. Bon, c'est vrai que j'ai parlé vous allez revoir les plaques, vous allez lire, vous allez trouver que l'échographie et l'état des reins va vous indiquer sur est-ce que c'est un rein aigu, est-ce que c'est un rein chronique. Un rein chronique, vous avez des reins de petite taille, la différenciation est diminuée, alors qu'un rein d'insuffisance rénale aiguë, il peut être augmenté, il est en train de compenser, hydronéphrose, etc. Donc, même l'échographie et les critères biologiques vont vous orienter, vous dire est-ce que ce malade, c'est une aiguë sur une chronique ou est-ce que c'est une chronique qui est en décompensation. Mais la aiguë, c'est autre chose. Aiguë, installation brutale. Et chronique, installation progressive. Je ne fais un mot. Parce que là, le thème d'aujourd'hui, c'est l'insuffisance rénale aiguë qu'on va donner de chance au malade à récupérer une fonction rénale. C'est ça notre rôle comme médecin réanimateur. Comme tout à l'heure, une des questions sur l'insuffisance rénale fonctionnelle, puisque c'est la plus fréquente. Et c'est celle qui est corrigée rapidement, c'est celle qui va vous éviter la chronique, l'organique. Et c'est l'organique qui va évoluer vers la chronique. Justement, pour recentrer un peu la discussion, parce que là, j'ai vu sur le nombre de questions qui ont été posées. Il faut faire la différence. Donc, vous êtes en train de poser des questions sur IRC, sur IRA. Le problème, nous, réanimateurs, si on a à traiter 100 malades, on a 95% des malades qui avaient des reins sains, une condition rénale, qui développeront, pour des raisons de réanimation médicale ou bien de post-chirurgie, qui vont développer probablement une insuffisance rénale post-opératoire, une insuffisance rénale due au toxique. Et le médecin réanimateur, la question, elle est là. C'est-à-dire, il est là, il guette l'installation d'une insuffisance rénale aiguë, que ce soit fonctionnelle ou néphrotoxique. Et c'est le métier ternal sur 95% des malades. Parce que l'IRC, elle est là, l'IRC. Donc, si je donne un avis sur ce problème-là,
surtout un patient qui est programmé pour une chirurgie lourde, qui dure dans le temps, qui a une variation hémodynamique opératoire importante. Donc, le malade, je vais guetter l'installation surrénale. Donc, il ne faut pas qu'il soit hypovolimique. Et c'est un équilibre entre l'hypovolémie et l'hypervolémie. Je vois quotidiennement ou biquotidiennement la fonction rénale. Et on sait très bien que la progression de l'insuffisance rénale, en chiffres, c'est-à-dire si j'ai une créate qui passe à 18, le lendemain à 26, ensuite 40, c'est une progression, ce qu'on appelle l'insuffisance rénale rapidement progressive. Là, j'aurais peur. Mais si j'ai une stabilisation de la fonction rénale, par exemple, il passe de 18, le lendemain il est à 22, troisième jour 22, pour nous, réanimateurs, et pour tous les réanimateurs professionnels en insuffisance rénale, c'est une stabilisation de la fonction rénale. C'est-à-dire, si 2-3 jours, elle est à 22, elle se stabilise, je suis sûr qu'elle va revenir à la normale. Mais si rapidement elle augmente, c'est un facteur plus entier. Je vais rechercher la cause de cette insuffisance rénale. Et le professeur Boudra vous dira que parmi les causes majeures, c'est le choc septique. De principe, le choc septique, il est à coup sûr. Si vous avez un malade de réanimation, vous ne comprenez pas, il est fébrile là-dessous, si la perturbation de la fonction rénale elle est rapidement progressive, c'est un choc septique profond. Par contre, je fais une petite remarque. J'avais remarqué pour les gens qui ont pris en charge le Covid. J'allais dire ça. Comment? Je vais le dire. Parce que j'allais dire, voilà. Dans le Covid. Quel est ton avis? Moi, j'ai un avis. Parce que dans le Covid, on a eu les deux. Dans le Covid, on avait à prendre en charge les malades, puisque on dit la Covid. Donc, on avait à prendre en charge les malades, puisque ça touchait surtout le sujet âgé avec comorbidité. Et une des comorbidités, c'est l'insuffisance rénale, dialyse, les malades qui dialysent. Donc, on avait à prendre en charge. Mais ce qu'on a remarqué, chez certains malades, dès qu'il y avait un défaut de remplissage, ils faisaient rapidement une insuffisance rénale aiguë. Et dès que vous corrigez cette volémie, la fonction rénale commence à se corriger. Dans le Covid, on avait les deux versants. On avait l'insuffisance rénale chronique au stade de dialyse et qu'il fallait dialyser. Ce n'était pas facile parce qu'il faut les dialyser en fin de programme, il faut les déplacer, arrêter le programme à telle heure pour pouvoir les dialyser et les récupérer dans le service. Et la aiguë, aussi, on a remarqué un défaut de remplissage. C'est la fonctionnelle qui était chez les malades hospitalisés avec une fonction rénale saine, c'est-à-dire normale au début. C'est-à-dire que... Alors, notre expérience au CHU, il y a deux choses. Comme on a été un centre de référence pour la prise en charge des malades sous dialyse, donc on a reçu tous les Covid positifs qui étaient en insuffisance rénale, qui étaient dialysables. Donc, bien sûr, c'est un côté auquel on a reçu, c'est un billet de sélection, on a reçu tous les malades graves dialysés qui étaient en réanimation, donc c'est un côté. Mais par contre, je voulais dire que les malades qui n'ont pas de comorbidité, qui étaient pratiquement en choc septique viral, on a eu des 41 de température, avaient une fonction rénale préservée. Ça, c'est une expérience personnelle. Et j'ai vu toutes les séries, par exemple, chinoises, l'insuffisance rénale par rapport à la myocardie, par rapport le rein pour le Covid, il est préservé. C'est une constatation de ma série. Ce n'est pas un Thomas. Donc, le deuxième volet, comme on a été, c'est un biais de sélection, on a reçu dès le premier jour des malades qui venaient se faire dialyser, ils sont Covid positifs, ils étaient dialysés tous les 3 jours, en bas de 4e jour, ils commencent à faire une désaturation, automatiquement ils sont attirés en réanimation, donc on avait un autre problème, c'est que les malades sont devenus VNI dépendants, qu'il fallait descendre, donc je me souviens, tout ça on va les publier, je me souviens, un patient, je suis venu à 9h du matin, donc, l'assistant, je lui ai donné l'ordre, par exemple, de préparer, de faire la dialyse, parce qu'il faut faire descendre, c'est pratiquement à 150 mètres d'un étage pour de dialyse. De 9h du matin, il termine sa séance à 16h. C'est-à-dire qu'il est sorti de la réanimation de 9h du matin, il est sorti, c'est-à-dire qu'il fallait toute une stratégie. Il était sous VNI. La même chose. Donc, une VNI, il fallait qu'on fasse descendre un respirateur qui fait de la VNI avec des bouteilles d'oxygène en l'installant. Donc, il fallait trouver toute une stratégie. J'ai dit, ça a pris 8 heures de temps pour faire une dialyse. C'était extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça que j'ai soulevé le problème, c'est que tous les services de réanimation
Ah oui. doivent Oui, avoir tout à un fait. rein de ce qu'on appelle l'hémofiltration veineuse. Il n'est pas question de déplacer le malade. Il faut avoir les deux. Ça demande, c'est bon, c'est le prix à payer. Hein, si on veut faire un service, je parle surtout des services de réanimation médicale. Il faut avoir une machine d'hémodialyse et une machine d'hémofiltration dans le service. Nous aussi, c'était l'acrobatie. Mais ce qui était, le centre d'hémodialyse était bien organisé. Il y avait quand même une chambre réservée pour le rein aigu, où on avait le temps d'aller descendre, préparer le tout, etc. Mais le problème, c'était l'isolement. C'est-à-dire qu'il fallait finir le programme des chroniques pour pouvoir faire le Covid. Le COVID. Non, l'avantage ici à Paris, c'est qu'il y a deux structures différentes. Il y a une structure pour le dialysé chronique qui ne sont pas Covid. L'ancienne structure est dans un dédié pour le Covid. On les déplaçait à 5 km. À 5 km. À 5 km, oui. C'était dépendant de l'oxygène. Oui, c'est pratiquement. Il fallait tout préparer, une équipe qui. Alors, on prenait ça pour la radio populaire, on jouait au scan. Les bouteilles d'oxygène étaient tout de suite vides. Il fallait préparer beaucoup. Non, il y a le dispositif, mais le transport, il faut assurer de l'oxygène. Oui, ben oui, pour le transport. Alors, une autre question. Classification de risque est-elle toujours d'actualité? Faut-il se baser sur la classification d'Akin? D'Akin. Non, on a dit il faut prendre la dernière. C'est celle qui a plus de consensus, c'est la classification de Cadigo. C'est celle elle est très facile à utiliser. 3 critères. Dès qu'il y a un critère, vous êtes en insuffisance rénale aiguë. Ce que je voulais pas rajouter, Bilette, tout à l'heure, sur l'insuffisance rénale fonctionnelle et la détecter précocement, justement, on attend un nouveau marqueur qui va nous dire que, une fois détecté, il va dire que attention, ce malade, il est en train de développer l'atteinte rénale. Ça, c'est le futur. C'est le NINGA, je pense. C'est plus parce qu'il a un rôle dans la détection de l'atteinte rénale précocement et il a un rôle aussi dans la réparation de l'atteinte rénale. Donc, c'est celui qui va avoir plus de consensus. Donc, il faut revenir à la dernière classification. C'est celle qui a plus de consensus. C'est Cadigo de 2012. Cadigo, oui. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y a un rapport urée sur CREA qui permet de différencier l'IRA sur un sein et l'IRA sur un IRC, d'un point de vue biologie pratique? Oui, il faut voir dans le tableau. Entre la aiguë et la chronique. Ben, c'est pas un seul paramètre qui est basé sur l'URI. Hein. Il y a plusieurs paramètres. La fraction d'excrétion de sodium, le rapport urée plasmatique sur urée urinaire. Il y a plusieurs paramètres, ils sont dans le tableau. Mais la chronique, pour la comparer de la aiguë, c'est surtout c'est d'abord l'échographie, c'est un élément très important, et l'anémie et les troubles métaboliques de longue durée, l'anémie, la calcémie, la phosphorémie, etc. Donc ça, c'est des éléments qui vont vous différencier un rein qui est en train de souffrir ou un rein qui est arrivé au stade terminal, qui est plus fonctionnel. Ça répète la même question. Oui, les côtés qui sont branchés que IRA sur IRC. En fait, la question qu'on essaie de poser depuis tout à l'heure, c'est comment chez un patient qui est déjà insuffisant rénal chronique, avec anurie ou oligo-anurie, comment on pourra savoir qu'il est en train de faire une insuffisance rénale aiguë? Et c'est les troubles aigus, c'est-à-dire quoi aigu? Aigu, il va venir dans un tableau d'OAP, il est en hyperventilation, il a hypercalémie, il y a des troubles neurologiques, c'est ça. C'est ça sur le plan urgence. Sinon, c'est un malade qui dialyse, un chronique qui est en train de dialyser. Normalement, il est équilibré par la dialyse, il est stabilisé par la dialyse. Si on fait une dialyse, ça veut dire quoi? Le malade va rentrer en dialyse, on prend son poids, on va voir que par rapport à la dernière séance, est-ce qu'il a respecté, est-ce qu'il a une surcharge pondérale qu'il faut enlever? Et si tout ça n'est pas réglé lors de la séance d'hémodialyse, il va revenir en décompensation. Et la décompensation, c'est ça. Trouble neurologique en rapport avec l'urée qui est très élevé, qui va entraîner encéphalopathie, hypercalémie, acidose métabolique, polypnée, et tout ça, c'est des signes de décompensation de la chronique par rapport, et c'est ça le tableau aigu de la chronique. Nous, dans la question aujourd'hui,
on a discuté la aiguë sur un rein sain, c'est-à-dire sur des reins sains qui n'a pas d'atteinte antérieure. Ici, si vous parlez de la aiguë qui va révéler la chronique, elle n'est pas, elle va avoir retentissement. Donc, vous allez trouver des reins petits, Je pense qu'on va prendre une dernière question. Le sévoflurane et insuffisance rénale. Utilisez-le. Il est élimination pulmonaire. Il n'y a pas de retentissement. Je pense qu'il n'y a pas de retentissement. Le sévo, il a une élimination en métabolisme hépatique, avec une petite quantité élimination hépatique, et en insuffisance rénale, il est carrément utilisé. Il n'y a pas de contre-indication. Donc, pour le sévoflurane, effectivement, donc il a une élimination pulmonaire et une partie qui est rénale. Mais quand on ira au Vidal, on trouvera qu'il faut faire attention. C'est-à-dire là, il compare avec des autres halogénés auxquels il parle de la production du composé A, qui lui-même était néphrotoxique. Et quand on voit de près les recommandations d'utilisation de sévoflurane et chez un patient qui a une insuffisance rénale aiguë ou chronique non terminale, quand on voit entre les lignes exactement, le fabricant préconise d'utiliser sévoflurane à circuit ouvert. Ça, vous pouvez le trouver quand vous trouvez le... Donc, probablement pour éviter le problème de précipitation d'une fonction rénale. Donc, il préconise d'utiliser sévoflurane, mais à condition de le faire à circuit ouvert. Oui, mais je pense qu'il faut aller aussi sur l'évaluation de la fonction rénale. Si elle est très importante ou le malade de dialyse, etc., donc il va être dialysé. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais si préserver la fonction rénale, elle n'est pas encore au stade terminal, je pense qu'il faut discuter. S'il faut l'éviter. C'est ce que j'ai dit aux résidents. Donc, si on a le choix, c'est-à-dire la stratégie d'anesthésie, et il vaut mieux changer de stratégie parce qu'on a beaucoup de narcotiques à utiliser. Si on a peur d'aggraver une fonction rénale, moi, je préconise circuit ouvert. Si on a l'alternative, on change d'alternative vers d'autres produits. Une autre question, donc c'est le même orateur qui pose la protection rénale par le flimicine, le N-acétylcystéine. Est-ce que tu en as parlé tout à l'heure Non, je pas. Non. Donc, ça, c'est un médicament qui était effectivement, il a été préconisé dans l'insuffisance rénale causée par les produits de contraste. Donc, c'est le seul qui a fait ses preuves de protection. Donc, il n'y a aucun traitement, aucun médicament. Réhydratation et préparation, le malade. Certains écrits disent que dans la insuffisance rénale causée par les produits de contraste, le N-acétylcystéine pourrait protéger le rein. Voilà, c'est ma connaissance. Dans l'intoxication au paracétamol, il est utilisé, mais dans la prévention de l'insuffisance rénale aiguë, il faut réhydrater, on a dit avant, et il faut recontrôler, il faut réhydrater. C'est tout. C'est la seule précaution à prendre. Donc, on va prendre la dernière aussi. Donc, la dernière. Donc, ça rejoint le cours d'hier. C'est les colloïdes et insuffisance rénale en urgence. Parce que les colloïdes, maintenant on le sait, les colloïdes, que ce soit les macromolécules type plasmagel ou bien les HEA, ont été incriminés dans la dégradation de l'insuffisance rénale. Parce qu'ils sont un peu allergisants. En général, maintenant, dans le remplissage, c'est surtout les cristalloïdes qui sont préconisés. Donc, moi, je pense qu'il faut les éviter. Bon, c'est mon avis, je n'ai pas vu sur ce côté. Est-ce qu'il y a une aggravation de l'atteinte rénale par les colloïdes? Je ne sais pas, je ne pourrais pas. Et une autre question qui semble partir, c'est le type qui s'est bien imprégné de la pathologie, alcalinisation et fonction rénale. Donc, si tu peux parler, je peux parler sur quelque chose comme ça. Protection rénale par alcalinisation, c'est-à-dire en dehors de l'insuffisance rénale, ou bien
le traitement de l'hypercalémie elle-même ou le traitement de l'acidose métabolique elle-même, c'est l'alcalinisation en attendant l'épuration extra-rénale. Mais pour protéger un rein, je dois alcaliniser, je ne suis pas d'accord. Donc, il faut protéger le rein par un bon remplissage, par une bonne volémie. Et si il y a des complications type d'hypercalémie, d'acidose métabolique, en attendant l'épuration extra-rénale, on peut alcaliniser, mais alcalinisation prudente. Je peux faire un petit commentaire sur ça. Donc, parmi les questions qui parlent d'alcalinisation et protéger le rein ou bien ne pas précipiter une fonction rénale, c'est surtout, qui a été bien documenté depuis des années, c'est surtout l'hémolyse intravasculaire ou bien le syndrome de Crash syndrome. C'est connu. L'hémolyse et la libération d'hémoglobine, ça va donner une cylindrée et c'est l'alcalinisation qui va faire éliminer l'hémoglobine libre dans les urines et ne pas précipiter une fonction rénale. Ça a été utilisé, moi je connais très bien ça, c'est pour l'anesthésie cardiaque. À chaque fois, le malade fait une hémolyse, on va en post-chirurgie majeure. Donc, on nous demandait au moins d'avoir un pH à 7,55, 7,60. À ce prix-là, ça pourrait protéger la fonction rénale. Donc, c'est une question quand même qui risque d'être d'actualité. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il faut alcaliniser. Mais là, il parle de protection. Si c'est un traitement, je suis entièrement d'accord. Si le malade est en acidose sévère avec une hypercalémie, je suis entièrement d'accord. Avant d'arriver à la dialyse, on peut alcaliniser. Mais si c'est pour protéger, pour éviter l'atteinte rénale, non, c'est le remplissage, c'est l'optimisation de la volémie, c'est essentiellement la prise en charge de l'insuffisance rénale fonctionnelle. C'est bon, on peut terminer. Oui, merci. Donc, nous deux, merci. Et donc, à la prochaine. Donc, les autres cours, on va les donner pour demain ou après-demain. Et à la prochaine. Merci. Merci, Boudera. Merci à vous aussi. Après, maintenant, on a un polycope. Quand tu peux redonner la question, c'est…